On a le plaisir de vous retrouver tous les jeudis pour Réfoua. Vous recevez aujourd'hui le professeur Raphaël Gaillard. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre fidélité à notre rendez-vous santé du jeudi. Lorsque Diderot écrit que les grands artistes ont un coup de hache dans la tête, il rend compte d'une idée qui traverse les époques et les cultures, celle d'un lien entre folie et créativité. C'était un voyage inédit pour nous, à travers les troubles ou maladies mentales, si nombreuses qu'on peut se demander si elles n'ont pas été sélectionnées par l'évolution darwinienne. Nous allons parler du fonctionnement complexe d'un organe admirable mais finalement très fragile, le cerveau, et de notre rapport au réel brouillé par nos sens, nos pensées, les représentations mentales. Et j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir comme guide pour cette réflexion essentielle le professeur Raphaël Gaillard, normalien, chef du pôle hospitalo-universitaire de psychiatrie de l'hôpital Sainte-Anne, l'auteur de Un coup de hache dans la tête, publié chez Grasset. Professeur Gaillard, bonjour. Bonjour. Merci de votre venue. Alors, vous êtes chef de service à l'hôpital Sainte-Anne, hôpital qui reçoit 12 000 patients par an, principalement en consultation, mais qui, pour le public, a gardé avec Charenton la réputation de la structure d'aliénation d'autrefois, jusqu'à l'avènement des psychotropes en 1952, de la première injection par Pierre Deniker. Alors je cite ce nom parce que vous êtes président de la fondation Pierre Deniker. Oui, tout à fait. L'hôpital Sainte-Anne, créé à la fin du 19e, qui est à ce moment-là un asile, devient un hôpital avec l'invention des premiers traitements psychotropes par Delay et Deniker, l'invention notamment du premier neuroleptique en 1952. Et c'est ce qui va changer le visage de la psychiatrie, le visage des hôpitaux qui jusque-là étaient des asiles et deviennent vraiment des lieux de soins. Et des lieux de tranquillité. Je crois qu'il y avait une jolie formule là, de Delay qui disait un océan de terreur, de fureur qui a été remplacé par... Mais oui, tout à fait. Mais faut souligner à quel point ça a été une transformation. Et comme vous l'avez souligné, l'essentiel des patients sont aujourd'hui suivis non pas dans l'hôpital, mais à l'extérieur de l'hôpital, parce que nous n'avons plus besoin de ces murs, ou nous en avons encore besoin évidemment pour certains patients, mais majoritairement, nos patients sont suivis dans la ville et pas à l'intérieur des murs de l'enceinte de l'hôpital Sainte-Anne. Alors, un mot sur le poids colossal et impressionnant des maladies mentales. Alors, j'hésitais parce que dans votre livre, vous n'aimez pas le terme de troubles mentaux. J'ai l'impression que c'est assimilé à une débilité ou de troubles psychiques. Vous dites que c'est uniquement l'esprit. Et en fait, ce sont des maladies mentales. Et vous expliquez qu'elles sont réparties de façon uniforme sur la planète. Personne n'est épargné. Et pour l'OMS, c'est la première cause ce sera la première cause de handicap dans le monde. Oui, alors il faut souligner parce que ce sont des maladies qui font encore l'objet d'un tabou. Finalement, presque toutes les familles sont touchées, concernées, directement, indirectement, alors qu'elles sont très fréquentes. La schizophrénie, c'est 1% de la population générale, les troubles bipolaires, c'est 2%, la dépression, c'est 20% sur vie entière, donc il y a une personne sur 5 qui fera un épisode dépressif nécessitant des soins au cours de sa vie. Donc c'est extrêmement fréquent, ça touche toutes les familles, encore une fois, et on n'en parle pas suffisamment. Et vous demandez ce que cela révèle de nous, s'il ne s'agit pas finalement d'une caractéristique de l'humanité. Mais oui, parce que vous l'avez souligné, non seulement c'est fréquent, mais c'est réparti de la même façon sur toutes les latitudes et toutes les longitudes. Donc ça semble être une caractéristique intrinsèque des êtres humains. Ce qui amène à se poser la question, donc, comment des maladies, ce sont des maladies qui font souffrir, qui sont, vous l'avez rappelé, invalidantes, pourquoi sont-elles aussi fréquentes ? Est-ce qu'elles auraient été sélectionnées au travers de l'évolution ? Et si oui, pourquoi ? À quoi sont-elles liées ? Et c'est là qu'émerge cette vieille hypothèse des liens entre folie et créativité. Alors vous dites par exemple pour la dépression, on cherche toujours une cause psychique. Alors bien évidemment, il y a des déterminants génétiques, inflammatoires, toxiques. Et vous dites bien souvent, il y a un caractère implacable à leur survenue. Mais oui, alors évidemment qu'il y a des facteurs de vie qui peuvent précipiter dans la dépression, c'est évident, il faut le rappeler, mais il faut aussi être capable de se dire qu'il n'y a pas parfois de cause psychologique, que ça tombe sur une personne comme sur une autre, l'infarctus du myocarde tombe, et donc il faut les considérer aussi pour ce que ces maladies ont de biologique et pas uniquement liées à des facteurs psychologiques.
Et vous expliquez également, j'ai aimé cette formule, que c'était bien évidemment une catastrophe personnelle pour le patient, avec davantage le risque de se perdre que de perdre seulement la tête. Mais oui, c'est quelque chose d'essentiel, ça, parce que être malade, c'est toujours une injustice. C'est toujours quelque chose que l'on subit, mais il y a quelque chose de différent en psychiatrie avec les troubles psychiques ou les maladies mentales. Vous pouvez y perdre jusqu'à votre identité ou ne plus trop savoir quelle est votre identité. Donc ça vous fait vaciller bien au-delà de ce que peut être la maladie de tel ou tel organe, de telle ou telle partie du corps. Alors, le premier chapitre de votre ouvrage est consacré à Darwin et la folie. Et la question, évidemment, est pourquoi une telle fréquence des troubles mentaux, si l'on suit la loi de l'évolution de Darwin, pour qu'un caractère s'installe, il doit procurer un avantage à l'échelle humaine et des bénéfices pour la perpétuation de l'espèce. Et vous dites, c'est ni l'un ni l'autre. Mais non, ça fonctionne pas. Clairement, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut trouver un autre facteur qui serait lié aux troubles psychiques et qui rendrait compte de cette sélection au travers de l'évolution. Et pour que nos auditeurs aient en tête ce que veut dire sélection en la matière, par exemple, si nous comparons notre espèce, Homo sapiens, à une espèce qui a vécu en partie avec l'Homo sapiens, l'homme de Néandertal, eh bien, les gènes de fragilité aux troubles psychiques, il n'y a pas un gène qui détermine la schizophrénie, le trouble bipolaire ou la dépression, il y a des gènes de vulnérabilité, de fragilité. Eh bien, ces gènes, ils sont dans le génome qui diffère chez le sapiens que nous sommes de son cousin, l'homme de Néandertal. Donc ils sont de notre côté, comme s'ils nous accompagnaient depuis ce qu'est l'humanité. Au moment où vous commencez à écrire cet ouvrage, vous avez une certaine expérience de la psychiatrie, quel était pour vous l'avantage qu'aurait procuré en fait, au quotidien, je vois des patients qui souffrent, qu'heureusement nous savons soulager et soigner, mais je vois des patients qui souffrent, donc avantage non, je ne vois pas, vraiment je ne vois pas, et donc il faut chercher quelque chose qui serait lié aux troubles psychiques, mais qui ne serait pas les troubles psychiques et qui expliquerait que ça nous accompagne au travers de l'évolution. Et nous arrivons là à cette vieille idée que peut-être ce qui est lié à la folie, c'est la créativité. Et alors cette vieille idée, elle a des inconvénients, tout le monde en a l'intuition, elle a traversé l'histoire. Les Grecs anciens pensaient que la mélancolie était le ferment de notre créativité, les romantiques, que l'exacerbation des passions portait la créativité, ou encore le surréalisme revendiquait une liberté absolue, un peu comme dans la schizophrénie. Donc c'est une idée qui traverse l'histoire et qui, à mon avis, est largement fausse, parce que, à y regarder de près, eh bien non, les troubles psychiques, les maladies mentales ne sont pas vectrices directement de créativité, c'est plus subtil. Mais l'évolution a sélectionné des germes qui déterminent les prouesses de notre cerveau et la vulnérabilité à un trouble mental. Alors vous avez évoqué tout à l'heure le passage de Néandertal à Sapiens, et vous dites qu'il y a deux choses qui sont extrêmement importantes, le langage et l'art. Et oui, bien sûr. Alors, si nous restons du côté de la complexité de l'évolution biologique, disons un petit mot du cerveau quand même. Le cerveau, c'est lui qui porte tout cela. Et le cerveau, c'est un organe d'une complexité fabuleuse. C'est 85 milliards de neurones, chacun établit 10 000 connexions. Donc, vous imaginez la complexité de ces connexions au travers de cet organe. Ce qu'on sait maintenant, professeur Gaillard, parce que je me souviens du singe nu de Desmond Morris, oui, tout à fait. Où là, en fait, il explique que nous sommes nés complètement inachevés. Alors, nous sommes nés inachevés. Le mot est assez joli. On parle de néothénie, c'est-à-dire que nous naissons de façon incomplète. Nous naissons en étant incapables d'être indépendants et nous naissons sans les capacités qui vont faire de nous les êtres que nous sommes, les êtres humains. Qu'est-ce qui vient compléter, en fait, ce singe nu, ce nouveau-né qui est incapable de quoi que ce soit, en fait? Eh bien, c'est la culture. Ce qui vient l'habiter, ce qui vient l'équiper, ce qui vient le porter, c'est cette transmission d'une culture qui va faire l'être humain. Alors que le lien social chez les singes, enfin, vous le rapportez, c'est l'épouillage. Et là, on remplace par le langage qui permet d'ailleurs de s'adresser plus largement à un groupe. Exactement, ça donne une toute autre portée puisque le langage va permettre d'associer
les êtres humains ensemble, de former des communautés, de créer des croyances qui vont lier ces êtres humains entre eux, qui vont les porter vers un but commun, qui vont les faire avancer ici ou là sur cette planète. Et donc le langage est le vecteur qui vient habiter, mais déjà habiller ce singe nu qu'est l'homme à sa naissance. Alors, les troubles mentaux sont liés à la créativité de l'homme? Alors, oui, mais ils ne le sont pas directement. C'est-à-dire que ce que j'ai décrit au travers du surréalisme, du romantisme ou chez les Grecs anciens de la mélancolie est pas tout à fait vrai. C'est en fait un air de famille. Il y a quelque chose qui lie les deux, mais pas directement. Le lien de parenté, comme vous. C'est un lien de parenté. Alors ce lien de parenté, eh bien très concrètement, si on regarde dans les grandes cohortes, c'est-à-dire ces grandes populations dont nous savons très exactement la trajectoire dans les pays nordiques, en Suède par exemple, eh bien on s'aperçoit que la probabilité d'exercer un métier créatif est d'autant plus élevée que vous avez un parent. Un parent, c'est donc père, mère, frère, sœur, enfant, souffrant d'un trouble psychique. Donc il y a bien quelque chose dans l'ère de famille, il y a un lien de parenté, mais c'est pas un lien de superposition directe. Ça n'est pas l'idée que pour être créatif, il faudrait être fou, c'est quelque chose qui les lie, et ce quelque chose, c'est justement, nous en avons parlé, cette capacité à nous représenter le monde, notamment par le langage. Alors, vous expliquez, là aussi, il y a les Islandais qui se battent avec oui. les Suédois. Et en fait, vous expliquez, ce n'est pas la maladie mentale qui est associée à une créativité accrue, mais le fait d'avoir un parent patient qui Exactement. en souffre. C'est incroyable, ça. Mais oui, mais ça, c'est des données toutes récentes, c'est des données de génétique ou d'épidémiologie qui datent des 10 dernières années, qui ne sont pas connues encore, et qui soulignent qu'il y a bien un lien, mais ce lien est un lien de parenté, c'est pas un lien de superposition. Alors, on hésitait entre la base génétique et le culturel. Alors, évidemment que l'un correspond à l'autre, hein, mais je crois qu'à la racine quand même de nos capacités, il y a quelque chose qui nous rend vulnérables. Et par exemple, il y a une très belle étude d'une équipe du Weizmann Institute qui s'intéresse... C'est l'étude de 2019 là, que vous citez dans votre livre, c'est ça? Oui, de Ronnie Paz, qui est une remarquable étude puisqu'elle montre, à nouveau en suivant Desmond Morris, en comparant singes et hommes, que notre cerveau code l'information de manière beaucoup plus complexe que celle des singes. Nous sommes capables de porter beaucoup plus d'informations par ce formidable organe qu'est le cerveau, mais avec des signaux qui sont moins fiables que chez le singe. Comme si, au travers de l'évolution, ce qui avait été sélectionné, c'est la complexité, c'est la capacité à traiter des informations, plutôt que la fiabilité, ou plus exactement comme si, pour accéder à la complexité, nous avions renoncé à la fiabilité. Et finalement, notre cerveau, il est tellement puissant qu'il ne se supporte plus. Il a des bugs, il a des moments où il décroche, et c'est ce dont nous faisons l'expérience avec les troubles psychiques. Dans les autres espèces animales, tout à l'heure j'ai parlé du singe de Desmond Morris, il n'y a pas de maladie mentale? C'est une question passionnante, celle de la psychiatrie des espèces animales. Il y a toutes sortes de choses, bien sûr qu'il y a toutes sortes de choses, mais manifestement d'une bien moins grande complexité. Quand on dit par exemple que les animaux sont très très malheureux dans les zoos, c'est une réalité, c'est parce qu'ils ont un système qui est moins élaboré que le nôtre, ou finalement ils développent les mêmes maladies? Je crois qu'ils traversent la détresse de la séparation, de l'isolement social, de la privation de liberté, comme des êtres humains peuvent les traverser, mais avec une complexité, là aussi, de l'expression des symptômes et de la gravité de ces symptômes qui est bien moindre, me semble-t-il, que ce que nous connaissons chez les êtres humains. Il y a quand même quelque chose qui, dans la folie, serait proprement humain, parce que je pense que c'est lié, d'une part, à la complexité de cet organe qu'est le cerveau, ce que montre, par exemple, l'étude de Ronnie Paz, et aussi parce que, chez nous,
il y a ce caractère incomplet, cette naissance sans être achevée, que vient parachever la culture, la transmission, la force du langage, la force des récits. Et ça, c'est infiniment plus riche que l'expérience la plus simple d'une vie animale, puisque ça revêt tout ce que l'histoire peut charrier avec soi. Alors, sur les 3 maladies dont vous parlez dans votre ouvrage, là, je vais commencer par la dépression. Vous citez Phil Roth et vous dites, en fait, la dépression, c'est pas créatif, ça peut favoriser. C'est-à-dire qu'après, Phil Roth dit, ce fut un supplice épouvantable, mais qui s'avéra libérateur. Alors oui. Quand on lit Philip Roth, on lit, ou chez sa biographe, cette notion d'un atroce effort de clarification mentale dans la dépression. Et on peut se dire qu'il y a eu un effet de maturation dans la dépression. Moi, je me méfie beaucoup, en fait, de cette idée, parce qu'encore une fois, elle devient un lien de superposition, alors que c'est plus complexe, et que beaucoup d'autres artistes vont dire exactement le contraire, et vont dire qu'ils auraient été beaucoup plus créatifs s'ils n'avaient pas souffert d'un trouble mental. Par exemple, Gérard Garouste l'écrit très bien dans son livre L'Intranquille, que il en a marre de ce poncif romantique qui dit que être artiste c'est être fou. Surtout pour la bipolarité, parce que dans la phase qui est la phase d'excitation, ils ont l'impression que c'est une phase qui est très très créatrice. Et là vous dites ce que vous citez de Garot, il dit ma maladie m'a empêché de créer autant que j'aurais voulu. Eh bien, tout à fait. Je pense que Garouste nous dit très clairement ce que nous avons besoin d'entendre, à savoir le fait que dans ces moments d'excitation, d'exacerbation, de quasi-euphorie, qui sont l'inverse de la dépression, qu'on appelle un état maniaque ou hypomaniaque, eh bien, ce qu'il fait n'est pas bon. Ce qu'il fait n'est pas bon. Et c'est parce qu'il se soigne qu'il est capable de créer, comme le grand plasticien qu'il est. Et donc, je crois qu'il faut vraiment se garder de cette idée reçue d'un lien direct folie-créativité. Il faut faire un pas de côté, comprendre que c'est un lien de parenté et pas un lien de superposition, et comprendre que ce lien de parenté, il est autour de ce qui fait de nous des êtres humains. C'est quoi un être humain? C'est quelqu'un qui naît incomplet, inachevé, que le langage, que la transmission va habiter et, en premier chef, habillé, et puis cet être, c'est un être qui se représente le monde. Se représenter le monde, c'est formidable, parce que si vous êtes capable de penser le monde, vous pouvez enrichir votre vision du monde à l'infini, mais vous pouvez aussi vous perdre, vous pouvez aussi dériver, vous pouvez dérailler, et c'est cette propension, cette faculté que les êtres humains ont de se représenter le monde, qui fait leur vulnérabilité aux troubles psychiques. En somme, nous pourrions dire que les troubles psychiques, les maladies mentales, si vous préférez, sont le prix à payer pour ce qui fait de nous des êtres humains. C'est parce que nous sommes capables de penser le monde, en être de connaissance, que nous sommes vulnérables aux troubles psychiques. On a parlé de la dépression, on a parlé des troubles bipolaires. Je vous passe la parole, Steve, immédiatement. La schizophrénie, on a le sentiment qu'avec des idées délirantes, avec des hallucinations, ça pourrait être très créatif. Vous dites seulement derrière, il y a une désorganisation. Mais qui permet pas, parce qu'une œuvre, ça doit se tenir. Une œuvre, il y a une architecture qui la tient. Alors, il y a toutes sortes de moments créatifs dans le discours de nos patients souffrant de schizophrénie. Mais avant tout, il y a une immense souffrance, une désorganisation qui terrasse et qui ne permet pas de faire œuvre. Donc, je crois qu'il faut qu'on torde le cou à cette idée d'une superposition entre folie et créativité pour accepter que ce soit un lien de parenté, et que ce lien de parenté, c'est autour de ce qui fait de nous des êtres humains. Nous représentons le monde. C'est notre force et c'est notre risque. Steve ? Professeur Guéret, est-ce que vous avez déjà rencontré des patients qui refusaient justement de se soigner pour ne pas perdre leur créativité ? Alors ça arrive, et justement, je pense que c'est un des effets secondaires de ce poncif de folie romantique, cette crainte que, en se soignant, ils perdent ce qui irrigue leur création.
On l'a parfois avec des toxiques ou avec l'alcool. C'est un très bon exemple. Au-delà des troubles psychiques, sur la sensation que l'ivresse pourrait délier la langue et donner une portée à ce que l'on écrit. En fait, pas du tout. Pas du tout. Et la réalité du quotidien des soins, c'est que justement parce que nous soignons et parce qu'il est possible de soigner, nous pouvons donner à une personne le potentiel d'être l'artiste qu'elle abrite en elle, cette personne. Et donc, à l'inverse de ce que l'on pourrait se dire, se soigner, c'est tout éradiquer, c'est rentrer dans le rang, c'est cette critique habituelle de la psychiatrie qui est normative, qui dit tous pareil, mais en fait pas du tout. Au quotidien des soins, ce que nous faisons, c'est permettre à une personne dont la souffrance interdisait tant d'être enfin capable de faire ce qu'elle a à faire. Si c'est une œuvre d'art, tant mieux, mais sa vie quotidienne, sa vie personnelle, enfin tout ce qui anime un être humain. C'est important pour vous, les œuvres d'art. Qu'est-ce que créer? C'est se représenter le monde avant de le représenter? Mais il faut avoir cette capacité. L'œuvre d'art, c'est ce qui parachève. C'est pourquoi cette qualité particulière de l'œuvre d'art, je ne saurais pas dire. Mais en amont de l'œuvre d'art, il faut encore qu'un individu ait pu la penser. Et ça, c'est cette faculté de se représenter le monde. Alors vous dites l'élaboration des représentations du réel par le langage. Nous sommes finalement des orphelins du réel et notre accès y est subverti par nos sens. Alors par nos sens probablement, mais plus généralement par notre représentation des choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous représentez cette table qui est devant nous, ou bien tout objet qui est devant nous, eh bien, puisque nous le représentons, ce que nous manipulons, c'est cette représentation de la table. Ça n'est pas la table elle-même. Et donc notre univers est un univers de pensée. C'est un univers qui est complètement habité par ce que nous représentons du monde et plus le réel. C'est pour ça que nous sommes des orphelins du réel. Et ce qui vient construire notre réalité empirique, c'est largement le langage. Donc nous devrions compléter en disant que nous sommes des orphelins du réel et des fils du langage. Vous citez l'œuvre de Magritte, une des plus connues, qui est La pipe, et dessous il écrit « Ceci n'est pas une pipe », et Magritte dit évidemment je ne peux pas marquer que ceci est une pipe. Là c'est vraiment la mise en abîme, c'est génial parce que voilà une œuvre d'art qui elle-même représente le processus même de ce qui préside à la construction d'une œuvre d'art, à savoir notre représentation. Et donc la pipe, bien sûr que la pipe n'est pas la pipe avec laquelle je peux fumer, ceci n'est pas une pipe, mais pour autant quand je la vois, c'est bien une pipe. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de lire cet ouvrage qui m'a passionné, Un coup de hache dans la tête, publié chez Grasset. Professeur Gaillard, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Parmi nous. Merci professeur Gaillard, merci Serge Rafal. On peut réécouter Refoua en podcast sur notre site radioj.fr. Dans un instant, le rappel des titres, suivi 2.9 autour de Shlomo Malka et de son invité Jacques Chekrouni.